Au Kenya, William Ruto investi président d'un pays profondément divisé. Au Sénégal, l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, élu président dans la cohue. Mali, affaire des 46 militaires, entretien téléphonie entre Ouattara Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis Togo, CNDS, le gouvernement réaffirme sa volonté d'écoute face aux doléances des travailleurs. Nos invités sont en place. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Cher Firmin, ça va? Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel Takwa, merci de m'avoir invité. Je vais très bien. C'est un honneur d'être une fois encore sur ce plateau pour débattre de l'actualité nationale et internationale. Le journaliste Adam Adjronou est également là, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour Adam, tout va bien? Oui Michel, ça va. Bonsoir et bonjour à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent dans le Septentrion et dans le Grand Plateau. Un bonsoir spécial à eux. Et puis le très élégant juriste de formation Gabin Adiao, il est également analyste politique. Bonjour, jeune, ça va? Bonjour grand frère, ça va? Salut à toi, salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Excusez-moi, je suis un peu... Ouais, je comprends. C'est l'émotion. Ouais, et à tous les téléspectateurs, et on le souhaite une très bonne condition d'écoute. William Ruto qui a vu sa victoire validée par la Cour suprême la semaine dernière après les accusations de fraude portées par son rival Raila Odinga, officiellement pris la tête d'un pays profondément divisé et confronté à des défis économiques majeurs. Il a prêté serment à Adam Adjronou, on le voit, c'est le nouveau président du Kenya. Oui, pour une fois encore, le Kenya nous a fait sur des reflets inhabituels d'une élection présidentielle dans un pays où on sait très bien que le parti au pouvoir a toujours rejeté le pouvoir depuis un moment. Mais pour la première fois également, vous avez vu un parti qui a pu véritablement donc arriver en tête, et notamment le président qui venait donc de porter, qui venait donc d'être porté au pouvoir. Vous allez constater que, je le disais en parlant du fait que nous a habitués avec une rhétorique qui est inhabituelle, compte tenu du fait que c'est quand même rare de voir un président de la République ne pas supporter son vice-président et qui a préféré supporter le candidat de l'opposition. Et ça a été donc des bisbilles entre les deux acteurs, et naturellement cela doit diviser l'opinion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a un pays qui est profondément divisé. Donc cela est né naturellement de la tête du président qui a su imprimer cette marque-là pour diviser le pays. Et bon, mais les Kenyans ont fait le choix, disons, d'un programme de société qui, à leur avis, pouvait donc leur permettre de sortir de l'ornière, surtout cette récession qui a fait que le Kenya aujourd'hui est croupi à des situations économiques qui ne sont pas des situations les plus reluisantes. Et donc moi je pense que c'est cette situation qui a permis donc au président de pouvoir l'emporter, le vice-président de pouvoir donc l'emporter face au candidat supporté par le président sortant. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que également la Cour constitutionnelle qu'on attendait donc au tournant, puisque cette Cour constitutionnelle a montré par le passé qu'une élection, lorsque vous venez donc avec des preuves qui sont réellement des preuves fiables, et si on s'y attendait compte tenu du fait que lorsque vous prenez le candidat de l'opposition qui Raila Odinga qui disait qu'il y avait donc des fraudes, donc on attendait pour que ces fraudes-là pour permettre donc à la Cour constitutionnelle, qu'on sait que c'est une Cour constitutionnelle qui est assez impartiale, et puisqu'il a démontré par le passé qu'il pouvait également annuler cette élection si c'était que les preuves avancées étaient donc des preuves concordantes qui permettaient donc à cette Cour constitutionnelle donc de pouvoir statuer. Tel n'a pas été le cas, et donc le souffle a été donc retenu par la population. Aujourd'hui, on constate que le droit est dit, et donc le candidat, le vice-président, a pris le pas. Heureusement, fort heureusement, malgré ce cas, on a constaté que
le président sortant dans une ambiance de convivialité a eu donc à prononcer des mots assez courtois. On n'était plus dans l'époque où on était dans les préparatifs des élections, où on pouvait exprimer des désaccords de point de vue entre les deux acteurs. Et ces désaccords-là, étant donné que ce sont des hommes politiques, va avoir forcément des répercussions au sein de la population. Comme je le disais, ça a été donc l'un des reflets qui a divisé le pays. Et je pense que lorsque nous voyons les pas posés par le nouveau président, cette division-là ne serait que de courte durée et qui permettra donc aux Kenyans de pouvoir donc se serrer encore les coudes pour faire en sorte que l'économie, qui est le pas très important du pays, et ça saute aux yeux, toute la population également le constate, fera en sorte que cette économie-là soit le point culminant qui puisse donc retenir l'attention de tous les Kenyans et faire en sorte que relever l'économie-là pour permettre naturellement donc aux Kenyans de retrouver ces ambiances d'antan. Et naturellement, nous avons vu que en même temps, lorsqu'il a donc pris conscience, il a donc prononcé des projets qui vont dans le bon sens, et je pense que ces projets-là peuvent permettre, le projet notamment des débrouillards, qui permettra donc bon nombre de Kenyans, des milliers, à pouvoir donc retrouver, une tant soit peu, de l'emploi, et donc je pense qu'il essaie de poser des bons pas pour souder un pays qui est profondément divisé. Sur son compte Twitter, Fiamata Kouagbo, on peut lire président élu, président de tous les Kenyans. Oui, c'est un pays divisé. On a vu les élections et tout ce qui a entouré ces élections. Le président William Ruto hérite d'un pays profondément divisé. Oui, le pays est profondément divisé. On peut le dire ainsi, surtout par rapport à l'histoire politique très tendue du pays, et aussi par rapport à la posture dans laquelle s'est mis l'ancien président, le président sortant, qui n'a pas eu le courage Uhuru Kenyatta, qui n'a pas eu le courage de soutenir son vice-président, mais qui a voulu remettre le pouvoir entre les mains de son opposant. C'était un peu incroyable, parce que quand vous voyez d'autres pays, cela ne s'est jamais fait comme ça. Quand vous voyez par exemple l'Angola, quand vous voyez l'Angola, ça ne s'est pas passé comme ça. On a choisi un dauphin beaucoup plus proche pour pouvoir ancien ministre de la Défense, pour José Eduardo dos Santos. Parfait, pour pouvoir se garantir un certain avenir. Aussi, on peut dire qu'il se sera aussi inspiré de l'exemple de Kabila, qui a aussi eu le courage de se choisir un opposant pour dauphin. Mais ce qu'aujourd'hui, le dauphin est en train de le trahir. La manière dont s'est comporté le président Uhuru Kenyatta pouvait facilement diviser le pays, parce que il aurait choisi William Ruto, les choses auraient été beaucoup plus faciles. Mais le fait qu'il ait décidé de choisir son opposant pour que le peuple lui confie la destinée de ce pays, ça a été compliqué, mais ça n'a pas marché, parce qu'en réalité, les États-Unis sont derrière. N'oubliez pas que tout récemment, le président le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'était rendu au Kenya. Le Kenya, c'est un pays stratégique très fort pour les Américains. Obama s'est rendu au Kenya. Il y a d'autres chefs d'État américains qui s'étaient rendus aussi de par le passé dans le pays. Donc les États-Unis avaient choisi déjà la posture qu'il fallait adopter, c'est-à-dire la posture qu'incarnait le président sortant ne plaisait pas ou n'était pas trop dans l'agenda des Américains. Donc ils ont voulu opter pour William Ruto, le vice-président, peut-être c'était ça, selon eux, qui pouvait leur garantir leur intérêt. C'est ce qui fait que ça a marché. C'est un pays, entre guillemets, américaphone, parce que quand on voit un peu la manière dont il prête serment aux États-Unis, le président, en prêtant serment, il met la main sur la Bible.
sur la Bible. On dit que c'est un pays laïque. Dans un pays laïque, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que quand vous mettez la main sur la Bible, ça veut dire que vous pouvez mettre la main aussi sur le Coran, sur d'autres livres saints. Là, par exemple, ça prouve à quel sens les États-Unis sont profondément américains. C'est la même chose ici, pour vous dire, c'est la tradition américaine qui s'impose au Kenya. Et aussi, et quand je continue en disant, quand vous suivez un peu un extrait du discours du nouveau président, il dit ici, dans ce processus, nous avons démontré la maturité de notre démocratie, la robustesse de nos institutions et la résilience du peuple kenyan. Tout ça là, c'est beau, bien sûr, la démocratie a parlé parce que les Américains ont été derrière. Sinon, si c'était juste la force ou le pouvoir du président sortant, moi je ne pense pas qu'il pouvait réussir à imposer cette démocratie-là dont il parle, ou cette institution. Cette institution-là était là en 2007 quand il y a eu assez de problèmes, il y a eu assez de morts, il y a eu assez de violence, autant de Mwai Kibaki face à Raila Odinga. Mais aujourd'hui, c'est parce que les Américains ont voulu protéger le peuple. C'est pour cela qu'ils ont évité que les violences se reproduisent dans ce pays. C'est ça aujourd'hui sa chance. Il est là, c'est un pion américain, comme dans plusieurs zones, comme ça a été au temps d'Égypte avec Hosni Moubarak. Et il y a eu quelques heures qui ont entouré cette cérémonie d'investiture qui a vu la présence de plus de 20 chefs d'État et de gouvernement africains. Oui. Alors, Gabin Adjao, est-ce que vous pensez que le nouveau président kenyan, William Ruto, va être à la hauteur? On le passe très bien. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, d'autant plus qu'il a fait front contre l'ancien président et son opposant historique, Raila Odinga, qui n'a jamais été président de ce pays malgré tout ce qu'il a apporté côté opposition. Mais aujourd'hui, bon, c'est Ruto qui est le président de la République, et le premier défi qui s'offre à lui, c'est la faim, c'est la pauvreté, parce que ce pays-là est endetté jusqu'au cou. On parle de 67% de dette intérieure, donc véritablement c'est très compliqué, ce sera très compliqué de pouvoir relever le défi. Et le pays aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai, les élections ont été les plus paisible possible selon les observateurs de l'ONU et africaines qui ont eu à superviser cette élection-là. Mais quand même, il y a un point qui n'a pas été relevé, c'est que beaucoup d'habitants de cette population-là n'arrivent plus à faire confiance aux urnes, et il y a eu une dizaine de milliers de personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes parce que, bon, ils pensent qu'ils ont beaucoup plus important à régler que d'aller voter. Est-ce que selon vous pensez que cela aurait joué dans la balance? Bon, ça aurait pu jouer aussi, mais je pense que le jeu était fait depuis fort longtemps, parce que depuis que les affaires de corruption que l'ancien président Raila Uhuru Kenyatta avait lancé, beaucoup de personnes avaient déjà vu derrière lui une cabale contre William Ruto. On sait très bien que Uhuru Kenyatta lui-même avait eu des démêlés avec la justice, notamment avec la CPI, mais il n'a pas été extradé. Donc il a voulu sécuriser sa propre personne en voulant mettre sur le siège présidentiel son opposant historique Raila Odinga, que personne ne voyait venir. Mais cette coalition-là a eu lieu, et c'est très important aujourd'hui de préciser le travail énorme qu'a eu à faire Martha Koumé, la présidente de la Cour constitutionnelle, parce que beaucoup de personnes voyaient que, bon, il y aurait des problèmes quand ce sera à la Cour constitutionnelle de pouvoir donner les résultats et les recours formulés par le cas Uhuru Kenyatta et Odinga, mais elle n'a pas donné suite. Donc elle a donné droit à William Ruto de pouvoir briguer ce mandat-là. Maintenant, les défis sont assez énormes devant lui. Il va falloir se consacrer premièrement à endiguer la famine et à relever le niveau économique du pays. Quand on sait que le Kenya aussi est un pays très corrompu, on le sait, il va falloir faire ce travail-là premièrement, et ensuite essayer de mettre en confiance la population pour qu'il s'attache à lui pour relever le niveau de vie du Kenya. C'est tout ce qui est important aujourd'hui. Et si la population est heureuse, il peut bien diriger, il peut mener ce pays-là à bon port. Mais s'il n'arrive pas à bien faire, souvenons-nous que c'est quand même Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, ce sont des personnes qui ont assez de moyens, et
et ils peuvent véritablement revenir à tout moment. Ouais. Alors, les défis, il les a présentés, lutter contre la corruption et autres. Il y a également ce défi de la réconciliation. On attend forcément le nouveau gouvernement de William Ruto, pour voir s'il y a ouverture justement la main tendue vers l'opposition. Oui, bien évidemment, mais vous savez, sur ces questions-là, ce sont des questions ou même ce sont des questions qui sont donc présagées ou contenues dans le programme de société de chaque candidat, puisque je l'ai dit, vous savez, à l'entame même de ce processus d'élection, le pays était divisé et cette division-là est née naturellement des opinions de ces leaders politiques-là qui ont eu donc à imposer ou pratiquement impacter la population par rapport à cette division-là. Mais n'en déplaise, au moment où le cher président le dit, mais le Kenya a une histoire assez profonde qui lui permet de ne pas, puisque tout à l'heure il a affirmé qu'il le disait lorsque nous rejetons ou nous remontons un peu l'histoire, nous avons vu que par le passé nous avions eu des élections qui étaient des élections assez houleuses, mais avec le temps il y a eu donc des apaisements liés au fait que les opinions divisées par certains leaders ou pratiquement ces nouveaux leaders-là ont permis de ne pas exacerber les tensions et de maintenir, disons, allumée cette flamme de division-là. Donc, en eux-mêmes, c'est pourquoi je le disais tantôt, par rapport à ces projets-là qui prouvent réellement qu'on a une volonté de pouvoir donc relever l'économie, feront d'ailleurs même, puisque après la fermeture de la page des élections, les gens veulent vivre. Et ils veulent vous voir à l'œuvre. Vous voir à l'œuvre, vous voulez dire quand même que vous posez des actes qui donnent confiance, des actes qui vont amener la population à pouvoir se nourrir. À partir du moment où lui-même il a dit qu'il sait pertinemment qu'il hérite d'un pays profondément divisé, il faudrait qu'on pose des actes forts qui vont dans le sens de ces réconciliations. Puisque ces réconciliations-là, c'est vrai, vous pouvez avoir des projets qui amènent comme des projets transitionnels, comme nous connaissons dans nos pays, etc. Mais ces projets-là, à partir du moment où nous n'avons pas des actes forts, qui sont des actes matériels, qui amènent la population d'abord à se sentir Kenya, qui sait véritablement que la dividende de la gouvernance que vous menez les impacts, il est très difficile que cette paix ou pratiquement cette union que vous réclamez puisse advenir, parce que je ne vois pas que vous allez parler de paix ou de réconciliation à quelqu'un qui a faim. Puisque vous savez, dans les pays, la plupart étant très corrompus, nous avons pratiquement deux pôles. Des gens qui sont immensément riches et à côté des gens qui pratiquement qui arrivent pratiquement à s'en sortir chaque jour. Donc je pense que c'est pourquoi je le disais, ce projet lancé directement après ça peut impacter la population qui puisse véritablement vivre et se sentir Kenya et donc aller vers cette réconciliation-là. On marque la petite pause, la première. On revient avec vous, chers invités, pour la suite.